« Si vous allez au marché, proposa-t-elle, rapportez-moi donc un peu de lin. Je me ferai un plaisir de filer pour vous. » La femme trouva l'idée excellente et le lendemain, elle ramena du marché un gros sac de lin. Vassilissa se mit immédiatement au travail. Elle fila tellement vite que le soir, elle put offrir à son hôtesse des dizaines de mètres de lin soigneusement filés. Cependant, le fil était tellement fin qu'il n'existait aucun métier qui pût servir à le tisser. « Que faire à présent ?» demanda la jeune fille à sa poupée. « J'aimerais tant aider cette dame, mais le fil que je lui ai préparé ne sert à rien, puisqu'elle ne peut en faire du tissu. » « Fais-moi confiance, » la rassura la poupée. « Va te coucher, tu verras que demain tout sera réglé. » Et le lendemain, en effet, lorsque Vassilissa ouvrit les yeux, elle découvrit près de son lit un superbe métier à tisser. « Oh, merci » murmura-t-elle à la petite magicienne. « Tu es vraiment une poupée merveilleuse. » Elle enroula ensuite le fil de lin sur les bobines, puis s'installa derrière le métier. L'étoffe que la jeune fille tissa était d'une délicatesse extraordinaire. Mais quand elle l'offrit le soir à la vieille, celle-ci secoua la tête d'un air fort préoccupé. « À qui vais-je donc vendre une telle splendeur ?» s'inquiéta-t-elle. « Ce tissu est tellement précieux que seul le tsar serait digne de l'utiliser. » « Eh bien, pourquoi ne pas vous rendre à la cour et le lui offrir ?» suggéra la jeune fille. « Il vous en récompensera sans aucun doute. » Son hôtesse admit qu'il s'agissait là de la seule solution possible. Et au matin, elle se mit en route vers le palais impérial. « Que viens-tu faire ici, la vieille ?» s'exclama le garde en faction devant la porte du palais. « Le tsar n'a pas de temps de s'occuper de mendiantes. »« Mais je ne suis pas venue mendier, » expliqua la vieille. « Je viens offrir à ton maître un cadeau somptueux. »« Le tsar n'a besoin de rien, » grogna le garde. « File d'ici !» Mais la visiteuse n'avait pas l'intention de se laisser chasser. Elle persista à dire que le tsar n'avait jamais reçu un tel présent. Finalement, l'âpre discussion menaça de tourner en véritable bagarre et pour avoir la paix, le garde mena l'intruse chez son commandant. Comme ce dernier ne savait que faire, il conduisit à son tour la vieille obstinée chez le majordome impérial. Le majordome, fort embarrassé, s'en déchargea auprès du ministre, lequel, de guerre lasse, finit par l'amener chez le tsar en personne. « Sublime !» s'exclama le souverain en voyant l'étoffe. « Dis-moi ton prix. » La vieille alors exécuta une profonde révérence, puis expliqua au tsar que le tissu n'était pas à vendre et qu'elle le lui offrait respectueusement. « Veille à récompenser convenablement cette femme, » ordonna alors l'empereur à son ministre. Et la brave petite vieille quitta le palais chargé de cadeaux. Cependant, aucun des tailleurs de la cour ne parvint à faire de la si précieuse étoffe un vêtement pour le tsar. Ce dernier pria alors un laquais d'aller porter le tissu chez la donatrice pour qu'elle puisse lui en confectionner 12 tuniques. « Pas de problème !» affirma Vassilissa lorsque son hôtesse vint lui expliquer d'un air soucieux la délicate mission que le tsar lui avait confiée. Elle s'enferma dans sa petite chambre, expliqua l'affaire à sa poupée magique, puis alla se coucher. Le lendemain matin, elle trouva sur son lit 12 tuniques prestigieuses que la vieille alla immédiatement apporter au tsar. Ce dernier, ravi, voulut absolument rencontrer la fée douée de tels talents. Dès qu'il eut vu la jeune beauté, il en tomba éperdument amoureux. Et le père de Vassilissa, ébahi, rentra de voyage juste à temps pour assister aux noces de sa fille avec l'impérial souverain. Le chat et le bélier. Micha était un joli chat tigré. Il avait des yeux verts, pétillants de malice, et son pelage était doux comme la soie. L'animal vivait avec une vieille grand-mère et un très vieux grand-père. Ceux-ci adoraient leur chat. Seul
Un de ces traits de caractère leur déplaisait fortement. En effet, comme tous les autres chats qui se respectent, Micha était voleur. Il aimait particulièrement le lait et la crème, et la soucoupe bien pleine que la grand-mère lui donnait tous les matins ne lui suffisait pas. Il préférait se servir lui-même. Quand il parvenait à trouver le carton de lait ou le pot de crème, il le vidait immédiatement sans en laisser la moindre goutte. Les deux vieux n'osaient jamais laisser de nourriture à sa portée car dès qu'ils avaient le dos tourné, le gourmand s'en emparait. Et quand la vieille se préparait à faire du beurre, le chenapan réussissait toujours à vider le pot de crème. Ce dernier était même si bien nettoyé qu'il avait l'air de sortir tout propre du buffet. « Grand-père, » gémit un soir la vieille, « je ne sais plus que faire de ce chenapan. Lorsque je me fâche, il ne bronche même pas. Et il n'a pas peur des coups. Quel que soit l'endroit où je cache la crème et le lait, il parvient toujours à les dénicher et à tout vider. » Le grand-père poussa un très profond soupir. Il aimait tant son petit chat. Mais ce dernier finissait vraiment par lasser leur patience. Il était temps de s'en séparer. « Il va falloir le vendre, » décida le vieux à contre-cœur. Mais Micha, qui faisait la sieste au coin du feu, avait tout entendu. Aussitôt, tous ses poils se dressèrent. « Quoi? Me vendre, moi? Alors que je suis si bien ici? Une petite gâterie et une soucoupe de lait tous les matins? Et un morceau de poisson tous les soirs? Bon, ils ont raison les vieux. C'est vrai que je bois tout leur lait, alors que je sais fort bien qu'ils n'aiment pas cela. Mais est-ce une raison pour me vendre? Ils exagèrent. » Décidément, le pauvre Micha n'avait pas la moindre envie de retrouver d'autres maîtres. Il préféra encore s'enfuir. Le chat se leva, dépité. Mais dans sa hâte, il renversa une cruche de vin et un bol de lait. Il prit alors ses pattes à son cou et alla se réfugier dans l'étable. Le bélier qui y logeait venait justement de terminer son déjeuner et il s'apprêtait à piquer un petit somme. « Hé, le bélier !» entendit-il crier. « Les patrons sont devenus fous. Ils ont décidé de me vendre. »« Magnifique !» approuva le bélier. « Ils auraient dû le faire depuis longtemps. » Un instant, Micha fut désarçonné. « Bien sûr qu'ils auraient dû le faire, » finit-il par admettre. « J'avoue que je suis un voleur, mais ce n'est pas tout. Ils ont aussi parlé d'un bélier dont ils veulent se débarrasser. »« Quoi ?» protesta le bélier horrifié. « Se débarrasser de moi? Et pourquoi ?»« Je ne sais pas, » répondit le chat. « Ils ne l'ont pas précisé. » Avec désespoir, le bélier contempla son étable. « J'étais si bien ici. Qui sait chez qui nous allons tomber? Ne ferions-nous pas mieux de fuir ?» Micha, heureux d'être parvenu sans trop de peine à ses fins, se fit encore plus pressant. « C'est bien mon avis, » acquiesça-t-il. « J'allais te le proposer. Allons-y. Dans les bois, tu pourras manger toute l'herbe que tu voudras, et moi, je trouverai toujours quelque chose à me mettre sous la dent, car je suis le chat le plus malin des deux hémisphères. Bientôt, tu ne regretteras même plus ton étable. » Ce disant, l'astucieux se frottait le plus amicalement du monde contre l'encolure de son compagnon. Celui-ci, convaincu, se leva brusquement et gagna sans hésiter la porte de l'étable. « Dépêche-toi !» cria-t-il à Micha. « J'arrive !» répondit le chat en sautant sur le dos du bélier. Ce dernier repoussa la porte avec ses cornes, puis se mit à courir. Mais l'aventure ne se présenta pas du tout comme il l'avait imaginé. Au lieu de traverser des champs verdoyants, ils se retrouvèrent dans une plaine aride où ne croissait pas le moindre brin d'herbe. Lorsque la nuit tomba, l'estomac du bélier hurlait famine et celui du chat faisait de tels borborigmes qu'il se saisissait à chaque fois. À moitié morts de faim et de soif, les deux fugitifs poursuivirent cependant leur route. Un peu plus loin, ils aperçurent une tête de loup abandonnée derrière un gros buisson. Un chasseur pressé avait dû s'en séparer. « Quel gaspillage !» s'indigna Micha. « Prends cette tête et emportons-la. Elle pourra peut-être nous servir. » Entre-temps,
l'obscurité la plus totale avait envahi la plaine. Le bélier et le chat tremblaient de froid. Sans oser l'avouer tout haut, ils se disaient chacun de leur côté « Comme nous avons été stupides, si seulement nous étions restés chez nous !» C'est alors qu'ils aperçurent dans le lointain la lueur d'un feu qui s'élevait au-dessus d'un bouquet d'arbres. « Allons voir cela !» proposa le chat. « Peut-être pourrons-nous nous chauffer un peu ?» Prudemment, les deux compagnons rampèrent jusque-là. Cachés derrière les feuillages, ils observèrent le feu, autour duquel étaient rassemblés 3 jeunes loups gris, 3 vieux loups de la même couleur et un loup blanc coiffé d'une couronne en or. Quand le bélier aperçut les loups, il se mit à trembler. « Oh, pauvre de moi !» gémit-il. « Mes pires ennemis ! Comment vas-tu nous sortir de là, toi qui es si malin ?»« Allons, cesse donc de pleurnicher !» s'impatienta le chat. « Fais plutôt ce que je t'ai dit. Cache cette tête de loup derrière un buisson et suis-moi. N'aie pas peur, je suis là pour te protéger. » Le bélier s'exécuta en faisant de son mieux pour ne pas trop laisser paraître son effroi. À son grand étonnement, il constata que son ami n'avait pas le moins du monde l'air effrayé. Au contraire, il se précipitait droit au milieu des loups. Poliment, il leur demanda si lui-même et son camarade pouvaient venir un moment se chauffer près de leur feu. Les loups, eux, commencèrent à se lécher les babines dès qu'ils eurent vu le chat et surtout le bélier qui le suivait. Voilà que le dessert leur arrivait presque cuit. « Mais asseyez-vous donc, mes amis, » minauda le loup blanc. « Nous adorons recevoir des invités. Installez-vous à l'aise et dormez un peu. Nous vous laisserons reposer. »« Grand merci, » lui répondit le chat, toujours très courtois, tout en s'allongeant près du feu. Le bélier fit de même, mais il était fort inquiet. Il aurait préféré se trouver à 100 lieues de là. Tout autour de lui, les yeux des loups brillaient d'un dangereux éclat. Et l'infortuné bélier crut s'évanouir quand l'un d'eux se mit à le fixer en salivant. « Voilà !» déclara finalement le chat. « Il va nous falloir penser à notre dîner, maintenant que nous nous sommes bien réchauffés. » Puis il s'étira, étouffa un bâillement et dit au bélier « Si tu allais nous chercher la tête d'un de ces grands loups que nous avons oxy aujourd'hui. » Oxy des loups, ces bêtes féroces, assassinés par ces minables voyageurs. Les 7 loups commencèrent à ricaner, mais ils tendirent néanmoins l'oreille. Le bélier, tranquillement, se releva et partit en direction du buisson pour revenir peu après avec la tête de loup ramassée en chemin. « Celle-ci te convient-elle » demanda-t-il au chat, tout en déposant la tête près de lui. « Pas du tout » s'impatienta Micha. « Prends plutôt l'autre, la grosse. Celle-ci est bien trop petite. J'ai vraiment une faim de loup. » Le bélier, qui avait heureusement compris où son compagnon voulait en arriver, reprit la tête entre ses dents et disparut de rechef derrière le buisson. Feignant de ramener une autre tête, il s'enquit. « Et celle-ci te suffit-elle » Mais le chat fit semblant d'entrer dans une colère terrible. « Tu es encore plus stupide que je ne le croyais. Je t'ai dit de me ramener la tête de cet énorme loup que nous avons oxy cet après-midi. » Docile, le bélier repartit. Quant aux 7 loups, ils commençaient à se sentir vraiment mal à l'aise. « Celle-ci » demanda le bélier tout en revenant pour la 3e fois avec la même tête. Mais le chat se contenta de branler négativement du chef. Les loups, qui ne distinguaient pas la moindre chose dans cette obscurité, se demandaient combien des leurs ces 2 monstres avaient pu tuer. Il devait y en avoir un fameux tort. Finalement, les plus jeunes n'y tinrent plus. Ils se levèrent en annonçant « Nous allons chercher un peu de bois pour le feu. Cela ne vous dérange-t-il pas trop ?»« Pas du tout, » répondit le chat. « Mais ne traînez pas !» Et il montra les dents dans un sourire menaçant.
les 3 loups partirent sur la pointe des pieds, mais dès qu'ils furent hors de vue, ils détalèrent. Pendant ce temps, leurs aînés essayaient de compter le nombre de têtes qu'ils avaient déjà vues. Ils en étaient à 6, 7, 10. Les anciens, eux non plus, ne purent supporter cette angoisse. « Le bois sera lourd pour nos jeunes frères », déclara le plus téméraire. « Si vous permettez, nous allons nous porter à leur rencontre pour les aider. » Un à un, les vieux loups se levèrent et disparurent à leur tour. Il ne restait plus que le loup blanc, qui était apparemment leur roi. En fait, l'âge venant, il ne tenait plus guère sur ses pattes et les 6 autres l'avaient tout simplement abandonné. Mais tandis que le chat faisait mine de se retourner, il réussit malgré tout à filer. Dès qu'il fut loin, le chat et le bélier se tordirent littéralement de rire. Et il fallut que la faim recommence à les tenailler pour qu'ils retrouvent enfin leur sérieux. « C'est bien beau, la liberté, » admit alors le chat, « mais c'est bien dangereux aussi. »« Oui, » reconnut le bélier, « en fait, je ne m'ennuyais pas dans mon étable. Et il fait si froid ici. »« Et l'on n'y trouve guère à manger, » renchérit le chat, tout en posant la patte sur son estomac vide. « Les 2 petits vieux étaient bien bons pour nous, n'est-ce pas ?» Les 2 compagnons rêvèrent un moment à leur paradis perdu, puis, sans se dire un mot, ils reprirent ensemble le chemin de leur maison. Le grand-père et la grand-mère étaient inconsolables depuis la disparition de leurs animaux favoris. Ils avaient complètement oublié leur décision de se débarrasser de ce vaurien du Michat. Aussi, lorsque, le lendemain matin, ils virent le chat et le bélier qui dévalaient la colline, ils ouvrirent toutes grandes leurs portes pour les accueillir. « Entrez vite, mes pauvres petits !» s'écrièrent-ils. « Nous avons préparé de l'herbe tendre toute fraîche pour toi, bélier, et pour notre petit Michat, il y a près du feu un grand bol de crème. » Après avoir dégusté ce festin, le bélier réintégra son étable avec soulagement, tandis que le chat se roulait en boule au coin de l'âtre, en se promettant bien de ne plus jamais voler ces braves gens. Le peuple des ours. Très, très loin au pays des Esquimaux, là où la Skeena se courbe en un large méandre, se dressait jadis un important village. Ce dernier était tellement étendu et il comptait tellement d'habitants qu'il fallait au moins 3 hommes pour le diriger. En ce temps-là, il s'agissait de 3 frères, de très braves chasseurs qui, armés d'arcs et de flèches, traquaient le renne, le loup et l'ours. De la mer, ils ramenaient de gros saumons ou encore des phoques qu'ils poursuivaient dans des kayaks rapides comme le vent du nord. Au cours de ces expéditions, ils tuaient bien plus de bêtes que les autres villageois. Aussi étaient-ils les mieux nantis. Leurs femmes étaient toujours parées des plus belles fourrures et leurs bottes taillées dans le cuir le plus fin. Quant à leur spacieuse demeure, elles regorgeaient de provisions en vue des longs mois d'hiver sans soleil. Un jour, après une mauvaise saison particulièrement longue et rude, tous les habitants du village arrivèrent au bout de leur réserve. Seules les cheminées des 3 frères laissaient parfois échapper de la fumée. Il n'y avait plus que leur maison où des casseroles mijotassent encore sur le feu. Plusieurs villageois étaient déjà morts de faim, mais personne n'avait songé à s'adresser aux 3 puissants maires. Chacun savait en effet qu'ils étaient aussi avares que riches. Un matin, il fit tellement froid que la Skeena fut presque entièrement gelée. Et c'est ce jour-là qu'un voyageur, habillé d'une peau d'ours, franchit le fleuve. Sans la moindre hésitation, l'étranger sauta d'une plaque de glace à l'autre et se retrouva sur la rive opposée. Après avoir ainsi traversé, il se dirigea tout droit vers la maison du maire le plus âgé. Sans même prendre la précaution de frapper, il entra d'un air décidé, si bien que les domestiques crurent que l'homme était attendu par leur maître. Ils ranimèrent un peu le feu
Puis ils allèrent prévenir le maire. Celui-ci arriva quelques instants plus tard et jeta à cet inconnu un regard étonné. « D'où venez-vous » lui demanda-t-il. « D'un endroit situé très loin d'ici, à l'embouchure de la Skeena, » lui expliqua l'étranger. « Les gens meurent-ils aussi de faim là-bas » s'enquit le maire. « Les uns après les autres. » Confessa l'homme. « Ceux qui avaient encore la force de marcher sont partis vers des lieux plus cléments. Mais il semblerait que les animaux aient tous déserté les fleuves et les forêts. Je n'ai rien pu chasser. »« Et qu'avez-vous donc mangé ?» s'étonna le maire. « De la neige, » répondit l'étranger. « Rien que de la neige. » Le maire appela alors ses serviteurs et leur ordonna « Apportez de quoi manger à cet homme. Donnez-lui une assiette de neige, mais de la neige toute fraîche, qui crisse encore. Notre invité ne mange que celle-là. » Perplexe, un des valets alla remplir un beau plat de neige qu'il posa devant l'étranger. Celui-ci regarda le plat, puis son hôte. Il sortit ensuite de la maison sans un mot. Après son départ, un silence de mort s'abattit sur la pièce et un grand malaise s'installa. Les domestiques avaient été indignés devant l'attitude de leur maître, mais ils n'avaient pas osé protester de peur d'être renvoyés. Le lendemain, il fit encore plus froid. Le sol était désormais recouvert d'une épaisse couche blanche, complètement gelée. L'étranger apparut de nouveau sur l'autre rive du fleuve. Toujours sans hésiter, il le traversa, puis il se rendit chez le second maire. Tout se passa comme la veille. Les valets remirent du bois sur le feu avant d'aller quérir le maître de maison. Et quand le deuxième frère lui demanda « D'où venez-vous, mon brave ?» l'étranger répondit de nouveau « D'un endroit situé très loin d'ici, à l'embouchure de la Skeena. »« Les temps sont-ils aussi durs là-bas qu'ici ?» s'informa le maire de Reshef. « Oui, les gens y meurent de faim, » dit l'étranger. « Et vous, avez-vous pu manger en chemin ?» s'inquiéta le maire. « Avez-vous réussi à tuer un renne ou à pêcher un saumon ?»« Non, je n'ai mangé que de la neige, » répliqua l'étranger. Le maire appela alors un domestique et d'une voix rude lui commanda « Apporte de quoi restaurer notre hôte. Tu lui rempliras un grand plat avec de la neige bien fine. » Ces serviteurs-là, également, étaient bien obligés d'obéir à leur maître et, honteux, le valet vint déposer devant l'invité un large plat, tout plein de neige bien poudreuse. L'étranger y jeta à peine un coup d'œil. Il se leva dignement, lança un regard lourd de mépris au maire avaricieux, puis quitta la maison et retraversa le fleuve. Le jour suivant, l'homme à la peau d'ours alla enfin trouver Kiviak, le frère cadet des autres mères. Celui-ci avait évidemment entendu raconter ce qui s'était passé chez ses deux frères, et sincèrement, il rougissait de honte rien que d'y penser. Dès que l'étranger fut entré dans sa demeure, il fit venir ses serviteurs. Il les pria d'installer confortablement son invité devant le feu et d'en ranimer la flamme. Puis, une fois que son hôte eut été un peu réchauffé, Kiviak lui demanda « D'où venez-vous, étranger ?»« D'un endroit situé très loin d'ici, à l'embouchure de la Skeena, » lui répondit l'homme. « Les gens de là-bas ont-ils aussi faim que chez nous ?» interrogea le maire. « Oui, ils en meurent tous, » reconnut l'étranger. « Il n'y a plus de gibier dans la forêt, ni de poissons dans la rivière. » À ces mots, Kiviak secoua la tête d'un air sincèrement désolé. « Et comment avez-vous supporté ce long voyage jusqu'ici? Qu'avez-vous pu manger en route ?» s'étonna-t-il. « De la neige, » fit l'homme une fois de plus. Et l'inconnu regarda le jeune maire attentivement, attendant sa réaction. Pendant quelques interminables secondes, un silence gêné plana sur l'assistance. Puis, Kiviak intima à son épouse, assise dans un coin de la pièce avec leur enfant, « Femme, apporte donc de quoi se nourrir à notre hôte. » La femme se leva,
et se dirigea vers un gros poisson séché, suspendu au plafond par un crochet. Sans un mot, elle le coupa en deux. En fait, ce poisson était tout ce qui restait de leur provision. Elle en posa la moitié sur une assiette qu'elle tendit à l'étranger. « Il ne faut pas me donner la moitié de ce que vous possédez, » protesta l'homme. « Vous ne pourrez pas tous vivre d'un demi-poisson. »« Ne vous en faites pas, » le rassura Kiviak. « Nous avons mangé à satiété jusqu'à ce jour. Mais vous, cela fait longtemps que vous vivez de neige. Vous en avez donc plus besoin que nous. D'ailleurs, l'hiver ne sera plus très long. Dès le dégel, nous partirons à la chasse et à la pêche. À ce moment-là, nous aurons plus qu'assez pour nous nourrir. Mangez ce poisson sans remords, mon ami, dit-il encore. L'étranger dégusta donc le demi-poisson sans prononcer un mot. Quand l'assiette fut vide, il se leva. Puis, tout en regardant Kiviak droit dans les yeux, il déclara « Il me faut partir à présent. Je vous remercie de votre hospitalité. Peut-être, avec un peu de chance, trouverai-je un endroit où il fera meilleur vivre. Mais je n'oublierai jamais votre bonté. Venez demain matin de l'autre côté du fleuve. Je pourrais peut-être faire quelque chose pour vous. »« Mais nous ne demandons rien, » protesta Kiviak. « Et notre accueil était totalement désintéressé. Si vous gardez un bon souvenir de nous et de notre humble demeure, nous en serons plus que satisfaits. Bon voyage, étranger. » Et tous trois regardèrent l'inconnu s'éloigner dans la neige et retraverser le fleuve. La nuit, Kiviak ne put parvenir à s'endormir. Un sentiment de malaise le tint éveillé jusqu'au matin. Une fois le jour venu, il réveilla très tôt son épouse et son enfant. « Habille-toi, dit-il à la femme, et couvre bien notre fils, car nous allons traverser le fleuve. » L'épouse le regarda d'un air étonné, mais obéit sans protester. Kiviak appela ensuite ses domestiques et leur expliqua « J'ai la conviction absolue qu'il nous faut traverser le fleuve. Il ne s'agit pas de ce cadeau que l'étranger m'a promis, j'ai plutôt le pressentiment d'une nécessité urgente. » Ils partirent donc tous sur la neige glacée. Kiviak, marchant le premier, les guidait. Il était suivi de près de sa femme avec leur enfant. Puis venaient tous les domestiques. Dès qu'ils eurent mis pied sur l'autre rive, ils se retournèrent pour lancer un dernier regard vers les maisons des deux frères aînés. Tout y semblait encore profondément endormi. Mais, tandis qu'ils étaient ainsi perdus dans leur contemplation, la terre se mit à trembler. Chacun put voir la couche de glace se fendiller et de grandes plaques en furent emportées par le courant, soudain libérées. Au même moment, sur l'autre rive du fleuve, les demeures des deux mères s'effondrèrent en même temps dans un sinistre craquement. Quelques instants plus tard, deux énormes ours se dégagèrent des tas de planches et de débris. D'un pas lourd, ils partirent en direction des collines qui se dressaient dans le lointain et disparurent sans laisser de traces. Impuissant et perplexe, Kiviak, sa famille et ses domestiques avaient assisté à cet étrange spectacle sans oser ouvrir la bouche. Tout à coup, ils entendirent une voix expliquer derrière eux « Si vous n'aviez pas voulu traverser, un sort identique vous aurait été réservé à tous. » Le jeune maire et son épouse, en se retournant d'un bloc, découvrirent avec stupéfaction un gros ours blanc. Ils en restèrent bouche bée et comme cloués au sol. « Je suis le roi des ours, » expliqua l'animal. « Je m'étais métamorphosé en un vagabond affamé pour connaître la réaction des mères du village devant la détresse de leurs semblables. Vous êtes ici sur mon territoire, et je veux que celui-ci soit administré avec bonté, sagesse et surtout générosité. Malheureusement, vos deux frères m'ont fait mauvaise impression. Ils n'étaient pas dignes de leur fonction. »« Et qu'est-ce qui va leur arriver maintenant ?» demanda Kiviak d'un ton inquiet. « Vos frères ont été changés en ours et le resteront. Ils habiteront les collines que vous apercevez là-bas.
À partir de ce jour, le village n'aura plus qu'un chef. Ce sera vous, Kiviak. Vous saurez gouverner avec sagesse et justice, j'en suis certain. Et il ne vous arrivera plus aucun mal, car vous serez sous ma protection. » Et, en effet, tous purent retraverser le fleuve sans encombre. Ils regagnèrent l'endroit où ils vivaient avant l'horrible catastrophe et réintégrèrent leur maison, demeurée intacte. Jamais plus, ils ne revirent le roi des ours, mais tous les villageois se sentaient en sécurité sous sa protection. Et c'est pourquoi, à partir de cette époque, eux-mêmes et leurs descendants furent désignés sous le nom de « peuple des ours ». Les deux époux insatisfaits. Il était une fois un homme et une femme qui vivaient dans un tonneau à vinaigre. Ils n'étaient pas heureux dans cette drôle de maison, car il y régnait toujours une odeur acide. Et pleins de rancœur, tous deux se chamaillaient sans arrêt. Un beau matin, alors que les époux se disputaient comme à l'accoutumée, en se rejetant l'un sur l'autre la responsabilité de leur pauvreté, un petit oiseau doré pénétra dans le tonneau. Étonné de les entendre crier, il leur demanda pourquoi ils s'invectivaient de la sorte. « C'est que, » expliqua la femme, « nous en avons tellement assez d'habiter dans ce tonneau puant. Si nous avions ne fût-ce qu'une toute petite maison, nous serions déjà moins amers. » « S'il n'y a que cela pour vous faire plaisir, » dit le petit oiseau. Et il les conduisit vers une pimpante maisonnette aux volets verts, derrière laquelle s'étendait un mignon jardinet fleuri. « Voilà, elle est à vous, » fit l'oiseau gentiment. Et il ajouta, « Si vous désirez quelque chose, vous n'aurez qu'à frapper 3 fois dans vos mains en disant « Petit oiseau de paradis, viens à nous, tu nous l'as promis, pour exaucer tous nos souhaits et nous combler de tes bienfaits. » Et l'oiseau doré s'envola sans rien ajouter. Au début, le couple vécut vraiment très heureux dans sa nouvelle maison. Mais les époux vexés constatèrent que les fermiers des environs étaient beaucoup plus riches qu'eux, et ils se remirent bientôt à grogner. Finalement, un beau matin, ils frappèrent 3 fois dans leurs mains, en prononçant les paroles magiques « Petit oiseau de paradis, viens à nous, tu nous l'as promis, pour exaucer tous nos souhaits et nous combler de tes bienfaits. » Quelques instants plus tard, le petit oiseau doré entrait par la fenêtre de la cuisine. « Que désirez-vous » demanda-t-il gaiement. « Bof, » grommela l'homme, « cette baraque est vraiment trop petite pour nous. Nous préférerions nettement habiter une grosse ferme, comme les paysans d'ici. » L'aimable oiseau eut un haussement d'épaules imperceptible, mais sans faire de commentaires, il guida les deux vieux vers une vaste exploitation agricole qui comprenait du bétail, des tas de machines et plusieurs ouvriers. Cette fois, les deux insatisfaits furent vraiment contents et pendant toute une année, ils jouèrent aux fermiers. Honnêtement, ils travaillèrent dur. Mais chaque fois qu'ils allaient en ville pour vendre les produits de leur ferme, ils admiraient avec envie les merveilleuses demeures des citadins nantis. Un jour, la femme n'y tint plus. Elle frappa 3 fois dans ses mains et appela l'oiseau magique qui apparut aussitôt. « Que désirez-vous » s'enquit-il. « Nous avons vu comment vivaient les gens de la ville, » lui expliqua la vieille. « Quelles somptueuses maisons et quels beaux habits! En plus, ils n'ont pas l'air de travailler. Nous aimerions devenir comme eux. »« Cela peut se faire, » lança l'oiseau, tout en soupirant à part lui devant ce manque flagrant de modestie. Sans commentaire, il amena les deux vieux à la ville, où il les fit entrer dans une magnifique maison de maître, tout emplie de 1000 richesses. Les deux envieux, satisfaits, y vécurent pendant un certain temps comme de riches bourgeois. Mais bientôt, ils se lassèrent de cette existence douillette. « À ton tour d'appeler l'oiseau, » dit un matin la femme à son mari. Ce dernier, un peu honteux, hésitait. Mais son épouse le tarabusta tant et tant qu'il finit tout de même par se décider. Il frappa 3 fois dans ses mains, puis il prononça la formule magique. « Oui, que pouvez-vous
Qu'avez-vous bien encore souhaité » s'étonna le petit oiseau qui était apparu sur le champ. L'homme lui exposa leur désir. « Nous voudrions bien appartenir à la noblesse et vivre dans un grand château, et aussi aller à la chasse, et circuler dans un carrosse d'or, et... »« Est-ce tout ?» s'impatienta l'oiseau. « Serez-vous satisfait ensuite ?» Immédiatement, il les conduisit dans un immense château. Mais la richesse et l'oisiveté pesèrent bien plus vite qu'il ne l'aurait cru aux éternels insatisfaits. Ils ne pouvaient pas rader toute la journée, et tout compte fait, chasser n'était pas si amusant que cela. Un jour que tous deux se trouvaient en ville, ils virent passer le roi et la reine en grand apparat. « Voilà un sort vraiment enviable !» s'écrièrent-ils aussitôt. Et de retour au château, ils frappèrent vivement dans leurs mains pour faire venir l'oiseau doré. Celui-ci ne se fit pas attendre, mais il s'informa d'un ton excédé. « Eh bien, que me voulez-vous cette fois ?» Les deux époux lui expliquèrent qu'ils rêvaient d'être roi et reine. Cette fois, les plumes de l'oiseau se hérissèrent et il pépia d'une voix furieuse. « Ne serez-vous donc jamais satisfait ? Bon, j'accomplirai votre vœu, mais ce sera la dernière fois. » Les deux vieux devinrent ainsi le roi et la reine d'un vaste pays. Des milliers de sujets ployaient le genou devant eux. Mais cette vie si fastueuse ne leur plut pas bien longtemps. Un matin, la nouvelle reine suggéra à son auguste époux « Ce serait tout de même mieux d'être empereur et impératrice. Notre pouvoir serait plus grand et plus étendu. »« J'ai une meilleure idée, » renchérit le vieux. « Demandons à l'oiseau de faire de nous les égaux de Dieu. Le monde entier nous appartiendra. » À peine avait-il prononcé ces paroles qu'un terrible orage éclata. Des éclairs aveuglants sillonnèrent tout le ciel et un immense oiseau noir pénétra à l'intérieur du palais. Il saisit les deux ambitieux dans ses griffes et les emporta dans les airs jusqu'au vieux tonneau à vinaigre où ils recommencèrent immédiatement à se quereller. Mais ils eurent beau frapper dans les mains, le petit oiseau doré ne revint plus jamais. La grenouille et le bœuf. « Majesté !» dit un jour à sa reine une petite grenouille. « Avez-vous vu cette énorme bête ?» Et elle lui montra du doigt un grand bœuf qui paissait tranquillement dans le pré voisin. « C'est grosse en effet, » admit la reine, « mais moi aussi, si je veux, je puis atteindre cette taille. » Et, rassemblant ses forces, elle se mit à enfler encore, jusqu'à doubler de volume. « Et maintenant, demanda-t-elle, qui l'emporte de nous deux ?»« Encore le bœuf, répondit la petite grenouille en pouffant. Très mécontente, la reine s'efforça de gonfler encore davantage. « Et à présent ?» haleta-t-elle. « Toujours le bœuf, s'obstina la petite grenouille avec beaucoup d'impertinence. Têtue, la reine vaniteuse ne voulut pas renoncer. Elle s'étira de plus en plus et finit par éclater comme une bulle.